Donc ici on se retrouve en plein milieu des parcelles de riz. Sur cette roue fer, il y a une petite chose qui nous est arrivée lors de la saison. Donc ici l'agriculteur il travaille avec des pneus. Donc un petit exemple, vous voyez, on redoutait vraiment que ça arrive ce phénomène. Donc ouais, cette zone là elle a vraiment versé à la parcelle là. Donc pour l'année, très joli maïs. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo tour de plaine. Donc ça va être une vidéo tour de plaine assez spéciale, puisque je vais commencer cette vidéo non pas en Isère chez moi, mais en Camargue. Parce qu'il y a 2-3 choses que j'aimerais vous faire voir sur le riz. Le riz qui est juste ici. Donc ici on se retrouve en plein milieu des parcelles de riz. Donc là il y en a une grande qui doit faire déjà 5-6 hectares il me semble. Donc on est juste à côté des silos Artéris. Donc ça c'est une mauvaise herbe, c'est pas du riz. Donc ça c'est une espèce, c'est bien une espèce de riz, mais ce n'est pas du riz cultivé qui est ici là, qui n'est pas encore épié. Alors il y a quelques épis qui apparaissent déjà, mais pour l'instant celui-là, vu qu'il a été semé tard, mi-juin, les épis commencent tout juste à sortir. Mais celui qui est bien sorti là, qui est franche, c'est du riz sauvage. Donc ça c'est une adventice qui est extrêmement préjudiciable pour le riz, qui va concurrencer très fort le riz. Et ça on n'a pas de moyen de lutte chimique pour en arriver à bout. Seul le glyphosate ou le Stratos Ultra y font effet. Mais on peut traiter qu'en préventif lors du faux semis. Parce que si on traite au glyphosate ou au Stratos Ultra, le riz va tout simplement crever. Donc là ça se remarque, toutes les touffes qui sont plus hautes que le riz normal qui est ici. Ça c'est encore du riz sauvage. Il y a encore une touffe ici là. Donc globalement, à part les quelques touffes de riz sauvage, le riz est plutôt propre ici dans cette parcelle. Alors il est vrai que vu les conditions climatiques qu'il y a eu cette année pour les semis, on a quand même semé le riz excessivement tard par rapport aux autres années. Normalement le riz ça se sème plutôt mi-mai, sauf que là on l'a semé plutôt mi-juin. Tout simplement parce que les conditions climatiques n'étaient pas du tout engageantes. Les conditions étaient beaucoup trop froides pour semer le riz. Donc du coup on a préféré le semer plus tard. Ce qui a empêché déjà d'attraper la maladie qui s'appelle la périculariose. Parce que l'autre jour on a eu un coup de brouillard et la température est descendue en dessous de 12 degrés. Donc j'essaierai de vous faire voir plus loin. Il y a une autre parcelle qui est déjà en épi mais qui a attrapé la périculariose. Donc là le riz qui a été semé plus tard s'en sort mieux puisqu'il n'a pas fait les épis encore. Donc je sais pas si vous le remarquez, j'essaierai de zoomer au montage, ici sous mon doigt là, il y a une touffe de panis pied de coq, donc c'est Echinoclora crus gallis, ici là. Donc ça c'est une mauvaise herbe aussi du riz qui est très concurrentielle. Donc en riz sauvage il y a quelques touffes là au milieu, mais a priori rien de méchant. Alors niveau salissement ici, d'habitude on est infesté de riz sauvage et de triangles. Mais pour l'instant, les triangles je n'en ai point vu. On va aller voir la parcelle d'en face. On est très satisfait. Donc le triangle, c'est cette plante là. Donc vous voyez le bulbe. Donc ici dans cette terre assez marécageuse, on est très sujet au triangle. Et le triangle, c'est déjà beaucoup moins pénible à désherber que du riz sauvage. Mais le problème du triangle, c'est que c'est une plante, vous voyez, les feuilles qui sont vraiment étroites et même un peu striées. Elles ont un peu la forme de triangle. D'où le nom de l'adventice qui s'appelle triangle. Comparé à des feuilles de riz qui sont beaucoup plus larges, vous voyez. Et bien le problème du triangle, c'est que même qu'on ait des solutions herbicides
qui soient assez fortes. Et ben, le problème du triangle, c'est que vu que le produit il va se déposer sur une surface assez réduite, tous les triangles ne seront pas touchés. Et après, on peut avoir des problèmes que le triangle reparte très facilement. Ou alors, il peut tout simplement crever, mais repartir du même pied. Vu que le triangle, c'est des bulbes et des rhizomes. Donc le triangle adventice, très préjudiciable aussi pour le riz. Donc ici, sur cette exploitation, les traitements et les épandages d'engrais se font avec les roufers. Donc je ne sais pas si on devine le passage ici, qui est ici là. Et il y a d'autres passages. Donc ici on en voit un autre qui est beaucoup moins marqué. Donc tout simplement là c'est un passage qui est déjà plus ancien. Parce qu'avec les roufers il faut quand même se décaler assez souvent pour éviter de s'enliser. Donc là il y a encore un autre passage qui est ici. On les voit les passages de traitement. Il y en a plusieurs. Et l'avantage des roufers, c'est que même avec le jumelage, vu que les roufers, une roufère, ça fait à peu près 10 cm de largeur, et ben le riz va beaucoup compenser. Donc ça permet de ne pas avoir de traces dans le riz, ce que certains agriculteurs font avec les pneus. Et le problème des pneumatiques, c'est que ça fait quand même des rodents énormes au sol. Et pour l'esthétique, c'est quand même mieux d'avoir des roufers. Alors celui-là, je ne sais pas si ça se remarque, il est déjà beaucoup plus épié. J'essaie de rentrer dans la rizière sans m'enliser. Parce que là, il y a peut-être 10 à 20 cm d'eau. Alors peut-être plus autour des 10 cm que 20. Donc là, ça doit pas être la même variété parce que celui-là est beaucoup plus en avance. Il est déjà bien épié, celui-là, même en fleurs. Vous voyez les étamines. Ici, on a encore du riz sauvage. Donc là, on va essayer de l'arracher et le sortir de la rizière. Parce qu'un pied de riz sauvage, vous voyez combien de talles ça peut faire, c'est impressionnant. Et le problème du riz sauvage, c'est que quand on moissonne, et ben à peine les rabatteurs toucher les graines de riz sauvage, toutes les graines vont s'en aller. Le riz sauvage, c'est très égrénant. Et du coup, le gros problème, c'est qu'après, les graines de riz sauvage se retrouvent dans le sol. Et après, ben, ça fait encore un stock semencier assez important pour l'année suivante. Et alors ça, c'est un problème. Donc là, on devine encore les passages de traitement. Donc cette parcelle est vraiment propre. Donc on va aller voir une autre parcelle ici en face. Donc nous voici arrivés sur une autre parcelle de riz. Et là dans cette parcelle il y a une adventice que j'aimerais vous montrer. Je vous en ai montré déjà tout à l'heure, mais je vais essayer de vous en montrer. Oh la vache, le riz est vraiment haut ici. Impressionnant dit. Et c'est café de libellule. Donc ça par exemple c'est de la panisse. Donc ça la panisse c'est très concurrentiel aussi. Mais la panisse on arrive quand même à s'en débarrasser beaucoup plus facilement. Alors le truc c'est que la panisse elle pousse sur des bourdons de roufers ou les bourdons de passage de traitement avec les roues. Parce qu'il faut savoir que la panisse normalement ça aime pas trop l'eau. Donc vous voyez, je sais pas si vous arrivez à deviner. Donc ici il y a un pied de panisse. Et si on regarde à la racine, vous voyez qu'elle a poussé sur un bourdon de roufers. Et le bourdon de roufers, ça on peut trop rien y faire. Parce que dans les autres parties du champ, il n'y a pas de panisse. Donc en général, la panisse, quand elle colonise l'espace, c'est quand elle se retrouve, comme je viens de le dire, sur des bourdons de roufers. Donc comme là, il y a une tache de panisse ici, une tache là et une tache là. Autrement, par ici, il y a encore une tache. Quelques taches ici, là. Là, il y en a une qui est bien développée. J'essaie de vous la faire voir de plus près. Donc là, c'est un peu le carrefour et tout, là où il est passé avec le tracteur et avec les roufers. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de panisses qui se sont développées. Vous voyez la touffe là. Et ça, les panisses, ça fait des graines en pagaille. Et ça peut arriver certaines années que ça colonise l'ensemble du champ. Si des fois on a tardé pour remettre de l'eau par exemple. Parce qu'il faut savoir que dès qu'on enlève l'eau, il ne faut pas trop tarder à la renvoyer après. Parce que sinon, justement, les mauvaises herbes se développent.
Alors déjà, la panisse se développe beaucoup. Le riz sauvage, lui, il craint pas trop les assecs. Au contraire, il préfère plus quand il y a de l'eau, quand il pousse. Mais par contre, tout ce qui est panisse et triangle, ça adore quand on assèche les rizières. Par exemple, pour traiter ou pour faire les assecs d'enracinement. Donc là, par exemple, ici, c'est l'alimentation en eau de la rizière. Donc la rizière qui est alimentée par le canal qui est ici. Et les rizières, je vous ai pas fait voir, les rizières sont pourvues de rigoles que l'on a fait avant de semer et avant d'envoyer l'eau, ce qui va permettre d'aider à vidanger et à remplir les parcelles. Donc celui-là, vu qu'il a été pendant un temps en blé, il est vraiment propre. L'année passée, il y a eu du riz derrière le blé qui a été semé autour du 1er juillet par là. Donc celui-là est beaucoup plus propre par rapport aux autres. Il y a quelques riz sauvages. Et puis qu'à l'entrée là-bas, comme je vous ai fait voir, il y a quelques taches de panisse. Vous voyez la panisse là, par exemple, sur la bordure du champ, elle a beaucoup poussé. Parce que là, justement, il n'y a pas d'eau. Mais l'eau est pas très loin non plus. Et avec la chaleur et l'humidité, elle a profité pour pousser. Et c'est ça que l'on remarque au milieu des champs, surtout sur les passages de traitement. Donc comme là, sur les bourdons de roue-fer ou les bourdons de pneus, la panisse pousse. Mais franchement, vu que le riz a été semé plutôt tard cette année, ça s'est relativement peu sali. Donc niveau enherbement, on a été beaucoup moins embêté que l'année passée. Parce que l'année passée, le riz a mis beaucoup de temps à sortir de terre. Il a mis à peu près 10 jours. Alors que cette année, il a plus mis 5-6 jours. Et 4 jours de différence, ça paraît peu comme ça. Pour du riz, c'est vraiment... 4 jours, c'est vraiment beaucoup. Parce que déjà, le riz change beaucoup selon la météo en 4 jours. Donc c'est pour ça que le riz, c'est une culture qui est vraiment compliquée. Et qu'il faut venir le voir tous les matins et tous les soirs. Déjà, d'une part, pour contrôler le niveau de l'eau. Donc là, le niveau d'eau, il est nickel. Il doit être de 10 cm à peu près. Donc c'est ce qu'il lui faut. C'est ce qui lui correspond le mieux. Donc je vais vous faire voir aussi, sur cette roue-fer, il y a une petite chose qui nous est arrivée lors de la saison. Donc la flasque a tout simplement explosé. Donc ça arrive au bout de 3-4 campagnes. La flasque s'est complètement dessoudée. Donc ça, c'était une roue-fer qui était montée sur le 6130M. Et donc du coup, vu qu'on est tombé en panne et que on n'a pas pu se réparer dans l'immédiat, vu que là, c'est la flasque qui est complètement morte et que là, il va falloir carrément changer la roue. Du coup, on finit la saison avec le 6140M. Donc c'est l'avantage d'avoir 2 tracteurs équipés. Donc je vous avais déjà fait voir l'année passée. Donc un tracteur un peu plus vieux que ça, mais qui est également équipé en jumelage, à l'avant aussi. Donc le jumelage ici, c'est pour que ça porte mieux dans les terres. Et celui-là, il est monté avec l'épandeur centrifuge Kuhn. Donc ici on est sur la route qui mène à Salier. Et le riz en question qui a pris la périculariose, le voici. Donc ici l'agriculteur il travaille avec des pneus. Donc là on peut remarquer il y a une adventice qui pousse dans les passages de traitement. Et ça c'est le problème de travailler avec des pneus. C'est que l'Heterantera reniformis et l'Heterantera limosa, donc c'est les deux noms des espèces qui poussent dans les passages de traitement. Ça le problème, c'est le gros problème d'avoir des pneus. Donc là on peut clairement remarquer que les épis sont sortis. Donc celui-là il a été semé plutôt bonne heure. Donc on constate qu'il a de jolis épis. Mais par contre vous voyez ici les feuilles qui sont jaunes. Ça c'est de la périculariose. Donc là il y a une tache qui est un peu plus flagrante. Je vais essayer de vous y montrer.
quelques triangles là en bordure. Je vais pas rentrer dans la parcelle, mais vous y voyez là, ça fait un rond qui est jaune et on y voit sur le champ. Donc ça c'est un riz qui a pris le brouillard. Là l'autre matin ça a fait un gros brouillard et il a fait 12 degrés. Et le gros problème c'est que en dessous 13 degrés, le riz arrête totalement de se développer. Alors il reprend hein, son cycle normal une fois que les températures remontent. Mais le gros problème, comme je l'ai dit, c'est que justement s'il fait des températures en dessous de 13 degrés, le gros problème que l'on va avoir, c'est au niveau du remplissage des grains. Il y a certains grains qui vont ne pas se remplir du tout. Donc là dans cette parcelle, la floraison a déjà dû passer depuis un petit moment, puisque les épis sont franchement sortis, on y voit là, on les voit clairement. Alors on peut traiter éventuellement contre la périculariose avec un fongicide qui s'appelle Amistar, mais tous les agriculteurs ne le font pas, car le problème de l'Amistar c'est que c'est un fongicide qui sert à traiter uniquement en préventif et pas en curatif. Donc en préventif, le problème c'est qu'il faut le passer 2 fois à 15 jours d'intervalle. Donc c'est pas toujours évident selon les conditions climatiques de le faire. Donc on espère que ce riz sera très productif quand même. Donc un petit exemple, vous voyez ce pied de panis pied de coq là, panique pied de coq, le vrai nom de l'espèce. Il a poussé en bordure de rizière à un endroit qui lui était propice et qu'il n'y avait pas trop d'eau. Donc ça c'est de la panisse blanche. On y voit au pied les tiges sont blanches. Parce qu'il peut y avoir d'autres panisses des fois qui ont les tiges rouges. Et la panisse rouge elle est un peu plus pénible à traiter et à se débarrasser. Certaines adventices sont beaucoup plus pénibles que d'autres. Mais là dans cette parcelle, à part quelques pieds de riz sauvage, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce riz? Ah oui, aussi, on peut remarquer là qu'il y a de la lentille d'eau. Et la lentille d'eau, ce n'est pas... Alors beaucoup pourraient penser que la lentille d'eau, c'est synonyme de pollution sur l'eau. Alors qu'en fait, pas du tout. La lentille d'eau, au contraire, c'est très bon signe. Ça veut dire que l'eau, vu qu'elle se repose dans les parcelles, elle va faire ce que l'on appelle un peu une décantation, on va dire. Et cette eau va repartir dans le milieu naturel et elle ne sera pas polluée, contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc ici, je peux clairement vous faire voir les Terrantera. Donc c'est une adventice qui est un peu pareil que le triangle, qui se développe avec des rhizomes et des graines aussi qui restent dans le sol. Et les Terrantera, elles préfèrent les passages de traitement avec des roues. Donc comme ici l'agriculteur qui travaille avec des roues, bah les Terrantera s'en est donné à cœur joie. Donc ça, il y a très peu de désherbants qui font effet. Il y a certains désherbants qui la tapent, mais en général dans les passages de traitement c'est très difficile de l'avoir. Et on peut remarquer que les Terrantera aussi ne se développent que dans les passages de traitement. Il est très rare d'en voir au pied du riz. Et quand je vous parlais de bourrelet, donc un bourrelet c'est ça, un bourrelet de terre, donc un bourrelet de roue fer ou un bourrelet de pneumatique. Donc c'est souvent là que l'herbe va se développer. Et on y voit, ça fait des taches qui sont vraiment pas belles à voir. Alors c'est beaucoup plus parlant avec un agriculteur qui va travailler avec des pneus. C'est souvent là que les mauvaises herbes vont se développer. Mais en général, on arrive plutôt bien à gérer la mauvaise herbe. Quelques rares fois, on va se faire avoir. Mais comme là, cette année, dans l'ensemble, les conditions climatiques étaient là lorsqu'on a semé. Et vu qu'on a eu un printemps qui était froid, il était hors de question de semer à la mi-mai. Donc on a à peu près tous semé mi-juin. Sauf ces riz-là qui ont été semés, on va dire, allez, peut-être autour du 15-20 mai peut-être. Parce que celui-là est relativement avancé et déjà en épi. Alors après, peut-être que celui-ci, c'est une variété qui est très précoce. Je ne sais pas du tout le nom de la variété. Celui-là, ça m'a tout l'air d'être un long ras. Parce qu'en Camargue, il n'y a quasiment que ça qui se fait, hein, du long ras. Quelques rares fois du long B ou du riz rond. J'ai essayé de distinguer. Donc ça grouille de petites bêtes là-dedans.
Donc là, une touffe de riz sauvage. Vous voyez, celui-là, il est en fleurs. Et vous voyez, je le secoue déjà, il s'égrène. Donc le riz sauvage, on appelle ça aussi du riz égrénant, puisque c'est très sensible à l'égrénage. Quand il est sec, il se casse de peur et il s'égrène tout seul. Donc c'est pour ça que ça a un pouvoir de reproduction, le riz sauvage, qui est énorme. Ici, on remarque encore de l'Eterantera. Donc pareil, qui a poussé là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et qu'il y avait de l'espace, donc elle a profité pour pousser. Ici, du triangle. Donc ici, on peut regarder dans le bouquin. Donc ça, c'est un bouquin que j'ai déjà depuis un petit moment. Essayez de vous retrouver le riz sauvage. Voilà, je l'ai ici. Donc le riz sauvage, c'est cet adventice là. Donc si vous voulez lire, vous avez qu'à mettre pause. Donc on note que le riz credo ou le riz sauvage est un problème majeur rencontré par les producteurs. Il a fortement progressé depuis 1986. Et comme je l'ai dit, il se confond énormément avec le riz cultivé jusqu'à la montaison, donc jusqu'à l'épiaison en gros. On y voit là, là c'est le riz normal, et ici c'est du riz sauvage. Donc ici on se retrouve à l'endroit où il y a les pompes qui envoient l'eau dans la roubine de l'Aza, les roubines de Canavert. Donc des pompes ici, il y en a 5. Donc ici c'est la grosse pompe qui marche. Donc celle-ci, le débit c'est 1200 mètres cubes heure. Donc ça c'est une pompe râteau. Donc l'eau ressort par là. Et elle est envoyée dans la roubine qui est ici. Donc normalement le vrai nom de ces canaux, ça s'appelle plutôt un porto, vu que c'est l'alimentation en eau des rizières. Et une roubine, c'est ce qui va plutôt drainer l'eau des rizières et renvoyer l'eau dans le Rhône. Mais ici ils ont donné le nom roubine, puisque c'est un canal en terre. Et ici derrière, il y a une autre pompe qui envoie de l'eau aussi. Alors celle-ci elle a un plus petit débit, par contre ça doit faire 700 mètres cubes heure de mémoire. Donc l'eau arrive par ces gros tuyaux là. Et il faut amorcer la pompe pour démarrer. Donc il y a une petite pompe là-bas dans le coin que l'on met en route. Ça va remplir les conduits et tout, qui va amener de l'eau au centre de la pompe. Donc là, en mettant ma main sur le tuyau,
je sens les vibrations de l'eau qui passe dans ce gros tube là. Donc ça signifie que l'eau circule bien. Et ici là il y a une autre pompe qui ne sert vraiment pas souvent. Donc ça c'est une pompe par arrosage gravitaire. Donc ça veut dire qu'on va ouvrir la vanne qui est là-bas au fond. L'eau va arriver ici et la pompe va aspirer l'eau pour la renvoyer dans le canal. Et cette pompe a un débit de 800 m3. Et celle-ci c'est très rare quand on s'en sert. En général c'est plutôt les deux pompes qu'il y a dans ce bâtiment là et les deux pompes qu'il y a dans l'autre. Donc ces pompes sont alimentées en électricité. Dans l'ancien temps, elles étaient plutôt alimentées par des moteurs diesel. Donc l'électricité arrive de la ligne EDF ici. Et elle arrive dans le transformateur. Donc l'ancien transformateur, il est ici. La ligne arrivait là, anciennement. Et ce transformateur là, ça fait pas longtemps qu'il est en service. Donc toutes ces pompes sont mises en marche par un moteur, donc un moteur par pompe. Donc ces pompes, elles sont munies aussi de courroies. Et il y a tout un tas de choses à vérifier périodiquement. Donc c'est un peu comme une moissonneuse, batteuse ou un tracteur, il y a des entretiens périodiques à respecter. Donc graissage des différents points d'articulation et roulement. Et aussi il y a des vidanges qui se font. Donc ça les vidanges, on va dire c'est plutôt une fois par an avant de commencer la campagne. Parce que ça on va dire que c'est des pompes qui vont tourner activement, on va dire à peu près du 1er avril selon la saison on va dire. Donc des fois ça peut commencer plus tôt, certaines années il arrive qu'on envoie l'eau au 15 mars pour faire des fausses semis, mais c'est très rare. Donc on va dire d'une période allant du 15 mars à aller à peu près 15 septembre. Donc évidemment les pompes ne tourneront jamais tout en même temps. Parce qu'une fois j'avais fait le calcul, les 5 pompes cumulées en route, le débit est de 3750 m3 par heure. Et le porto ne serait tout simplement pas assez suffisant pour contenir toute cette eau. Que le porto, si on met en route toutes les pompes, et ben au bout d'une heure ou deux, le porto va se mettre à déborder plus loin sur la route. Donc en général il y en a plutôt 2 qui sont en fonctionnement. Donc si vous vous rappelez bien, je vous avais fait voir une année la pompe qui était à l'intérieur. Je vous l'avais fait voir dans la vidéo qui s'appelle épandage d'engrais sur riz en Camargue 2021. Donc au moment où on répandait l'engrais à la montaison sur le riz. Et je vous avais fait voir, j'étais rentré à l'intérieur. Donc on avait pu voir la pompe à l'intérieur. J'essaierai de vous remettre un extrait. Donc ici on se retrouve vers Abécassis, donc le silo on le devine au loin. Et je voulais aussi vous faire voir l'une des stations de pompage qui renvoie l'eau dans le Rhône. Il faut savoir que chaque rizière comporte une entrée et une sortie d'eau. Et après les sorties d'eau, il y a ce que l'on appelle un collecteur qui ramène l'eau jusqu'à une station de pompage. L'eau est aspirée et renvoyée dans ce canal en béton. Et le canal en béton il poursuit sa course vers le Rhône qui est tout au fond.
Donc c'est une station qui sert aussi de drainage l'hiver, quand il pleut beaucoup par exemple. Ici nous voilà rendus en Isère, de retour chez moi. On va commencer par aller voir les maïs qui ont été semés derrière le métail. Et on peut voir qu'il y a un gros problème, c'est que toutes les maïs sont versées. Alors il y a eu un gros coup de grêle et de pluie. Il est tombé 127 mm de flotte en à peine une heure, avec pas mal de grêle et beaucoup de vent. Du coup les maïs, alors là c'est flagrant le long de la route, ça les a tout mis par terre, ça y a tout pilé. Donc à mon avis on va vraiment s'embêter pour y ramasser, pour ensiler. Je pense qu'il va falloir tout y prendre dans un sens, parce que dans ce sens où elles sont couchées ça va être inramassable. Dans l'autre sens ça va être très compliqué je pense quand même. Donc c'est vraiment dommage, il y a quand même de jolis épis. Donc ici on est au stade laiteux. Il n'y a pas longtemps qu'il est en fleurs celui-là. Vous voyez, les fleurs sont blanches. Donc quand elles sont comme ça veut dire que le maïs, il n'y a pas longtemps qu'il l'a fait gronder. Et quand elle commence à devenir un peu plus rouge comme ça veut dire que la râpe est formée. Vous voyez les tiges comme ça les a tordues. C'est un truc de fou quand même cette météo. Alors vu que cette année on a quand même dans l'ensemble des conditions assez humides, vous voyez qu'à la racine les maïs sont complètement cassés. Donc ça c'est ce qu'on redoutait un peu. On redoutait vraiment que ça arrive, ce phénomène. Parce qu'une année comme ça, où il pleut pas beaucoup, les maïs, vu qu'elles ont de l'eau en surface, elles vont pas chercher à faire leurs racines très profondément. Elles vont surtout chercher à les faire en surface, vous voyez. Là, elle a complètement cassé à la racine. Et du coup, des maïs comme ça, qui sont pas enracinés profondément, et ça se casse de peur, ça plie, ça s'est tout pilé par terre. Une catastrophe. Donc on espère quand même qu'on arrivera à en sauver un petit peu. C'est vraiment dommage, c'était super bien parti. Ces maïs étaient vraiment jolis. Vous voyez là où il est droit, il est nickel. On va essayer de vous faire voir un épi encore. Vous voyez les petits poils là que je tiens dans ma main. Ça, la partie femelle du maïs. Et ici en haut, la partie mâle. Donc la partie mâle va venir féconder la partie femelle. Et tous les petits poils sont reliés jusqu'au grain. Donc comme on peut le voir, ce maïs n'a pas subi de stress hydrique. Il a été fécondé jusqu'en haut. Parce que certaines années on peut avoir des problèmes de fécondation. Donc là il est bien au stade laiteux. Donc heureusement c'est pas tout comme ça. Il y a une partie seulement des maïs qui ont versé. Et encore heureusement parce que il faut quand même qu'on assure un stock de fourrage assez important pour les vaches cet hiver. Là, je voulais surtout vous faire voir cette zone assez localisée. Donc là surtout en bordure de route, il y a les arbres. Le vent ça a dû tourbillonner un peu je pense. Et ça les a vraiment littéralement plaqués au sol. Donc ici il a un petit peu versé. Quelques plants qui ont versé, mais ça c'est largement ramassable avec l'ensileuse et l'orbis. L'orbis c'est le bec que l'on met à l'avant de l'ensileuse.
Donc celui-là par exemple, on peut voir qu'il a déjà bien fécondé. Les poils sont déjà bien secs. Vous voyez? Alors celle-ci était déjà un peu cassée. Là, en voulant décortiquer l'épi, elle a cassé en plein. Donc là, ici, celle-là, on commence à être au stade un peu pâteux. Ouais, mais c'est encore vraiment largement au stade laiteux. Donc ça, pour l'instant, il est hors de question de les ensiler. C'est beaucoup trop tôt pour les ensiler. Il faut attendre que le grain durcisse, que le grain soit bien au stade pâteux, même des fois un peu dur. C'est pas gênant, puisque tous les nutriments ne sont encore pas montés dans le grain. Et après, c'est pas top pour les vaches. Le truc qui est hallucinant à voir quand même avec les plantes, c'est que même qu'elles ont subi un aléa climatique, elles cherchent toujours à se redresser. Vous voyez par exemple celle-ci là, elle a cassé au niveau du sol. Mais on peut voir qu'elle a nettement cherché à compenser et qu'elle est revenue quasiment droite. Alors bien évidemment, quand les maïs sont comme ça, le remplissage du grain est largement affecté. Parce qu'elle va plus chercher à dépenser de l'énergie pour se redresser plutôt qu'à remplir le grain. Donc un maïs qui était magnifique, qui avait toutes les conditions pour se développer correctement cette année. On l'a choyé et tout comme il faut. On a tout fait ce qu'il fallait, épandre le fumier, labourer, désherber, mettre l'engrais, on a fait tout ça. Et c'est impressionnant comme la nature peut réduire à néant bien des efforts en la matière. En l'espace de 10 minutes, ça y a tout saccagé. Donc ouais, cette zone là, elle a vraiment versé à cause du bois qui est là. Parce que ça a vraiment fait effet tourbillonnant. On voit que dans le milieu du morceau, toutes les maïs ne sont pas droites, mais elles sont largement là. Et ici, on peut voir qu'il y a une nette différence quand même. Donc ici, tout le long, il n'y a pas de bois. Et on voit que les maïs sont quand même versés un petit peu. Mais rien de méchant, à contrario du bord de la route où il y a le bois. Donc voici, ça a versé un petit peu. Là sur une bande, on va dire, qui fait à peu près peut-être quoi, 5-10 mètres de large. Mais autrement, c'est plutôt minime, on va dire. Donc je pense que sur la parcelle qui fait 12 hectares, il y a bien à peu près la moitié comme ça qui est par terre. Et la solution à mon avis, c'est que si on n'arrive pas à y ensiler, ça va tous finir qu'on va y ramasser en maïs grain. Parce que le cueilleur de la moissonneuse batteuse, il est quand même beaucoup plus plat qu'un bec d'ensileuse. Et l'avantage avec un cueilleur de moissonneuse batteuse, c'est que les maïs, on peut baisser beaucoup plus à ras le bec par terre. Mais l'un dans l'autre, ça va être très compliqué à ramasser. Que ce soit à l'ensileuse ou à la batteuse, ça va être très compliqué à y ramasser. Donc je vais essayer de vous faire voir en bas, il y a une parcelle qui a été semée classiquement. Et on va essayer de se rendre compte à peu près de l'étendue des dégâts. Ici on a changé de face sur la parcelle. Donc les maïs sont vraiment très peu versés. Donc là un tout petit peu plus. Et ici là. Mais autrement tout le long, elles sont à peu près comme ça. Donc on espère vraiment qu'on va en tirer quelque chose à la récolte. Là du haut de la parcelle là en bas, on voit clairement les dégâts. On voit ça dessine des ronds. Ici ça a été le plein cœur de l'orage. Donc normal que toutes les maïs ont pris cher. Donc ça on va vraiment s'embêter pour y ramasser. On arrive maintenant dans le maïs qui a été semé en premier. Donc ici il y a un passage d'irrigation, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de maïs. Donc ici très beau maïs. Le liseron a quand même réussi à pousser dans les maïs malgré qu'il a été désherbé. Donc je rappelle, ici c'est la zone où il y a eu un raté au niveau du semis. Le semoir il n'a pas semé ici.
Et on peut remarquer à l'intérieur des maïs là qu'il y a une nette différence. Il n'y a pas un brin d'herbe. Donc c'est bien preuve que les produits chimiques que l'on utilise ne marchent que quand la plante est présente. Dans l'ensemble, elles sont vraiment jolies. Celles-ci, elles ont bien fécondé aussi. Et ce maïs-là n'a pas subi la mauvaise météo. Donc là, le grain est clairement dur. Donc ça, ce serait clairement bon à ensiler. Pour faire de l'ensilage d'épis, par exemple. Le grain doit largement être à 35% d'humidité. Le grain est nettement dur ici. Donc celui-là, clairement bon à ensiler. Mais comme dit, l'agriculteur, il le garde pour faire du maïs gras. Sinon, ce maïs, il nous a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 feuilles. Qui nous a donné un gros épi avec un second beaucoup plus petit. Donc comme les maïs qui ont versé. Donc comme le maïs qui a versé. Donc celui-là doit bien faire 2 mètres de haut. Et l'épi m'arrive largement à la hauteur de la tête. Encore du liseron dans le passage d'enrouleur. Donc en bordure de route, le maïs, il est super joli aussi, il est bien vert. Et je voulais aussi vous montrer cette plante là. Ça c'est très invasif, c'est du sorgho d'Alep. Le sorgho d'Alep, pour y traiter, seul le Stratos Ultra y fait. Mais le problème du Stratos Ultra, c'est qu'il faut utiliser des variétés de maïs qui sont duo. Or la variété qui est implantée ici, je rappelle que c'est du Pionnier variété P0283. Et cette variété n'est pas tolérante au Stratos Ultra. Donc pour l'année, très joli maïs. Donc on espère avoir une bonne récolte en grains. Mariana. Oh, où est-ce qu'elle est, la Rihanna? Il a Fifi. Guette les oreilles. Elles sont où les oreilles de Rihanna? Elles bougent? Oh là là, oui, elle écoute. Hein.